Messieurs, dames, bon après-midi. Une fois de plus, les gens de lundi se retrouvent dans cette salle extraordinaire pour notre dernière séance dans la série du semestre d'été. Et cette fois-ci, ma conférence se place sous le titre « Get away, you old people ». C'est une citation d'un petit roman de l'auteur britannique Rudyard Kipling, écrit vers la fin du XIXe siècle, une histoire qui joue dans le nord de l'Inde. Vous verrez pourquoi. Cette fois-ci, ce livre est consacré aux voix contraires, des voix qui mettent Europe à l'accusatif. Si l'Europe était un livre, au fil de nos réflexions, nous avons amplement fait usage de la métaphore livresque en restant du reste totalement dans le cadre de la symbolique de l'œuvre de l'Europe ancienne. Nous avons promu, sous forme de suggestion, l'idée que le complexe auquel on donne le nom d'Europe ne peut pas seulement être lu comme un livre, mais qu'il peut se lire aussi par chapitres séparés, ou mieux, dans une certaine mesure, articulé en livres susceptibles d'être lus séparément les uns dans les autres, mais se récompensant en un surlivre, un document par nature clos sur lui-même, pas encore clos par lui-même. Et ce que nous avons appelé ici des marque-pages, des passages signalés sur lesquels on devrait de nouveau se pencher si l'on tient à acquérir une compréhension des contextes à grande échelle. Et nous avons en outre profité d'une certaine exagération de la métaphore en faisant comme si une région du monde fortement ravinée sur le plan géographique, un contrefort de l'Asie auquel on a donné à tort le titre de continent, pourrait être un livre qui s'écrit lui-même, un livre dont les lecteurs sont les habitants et dont l'édition a occasionnellement été assurée par des généraux, des capitaines, ainsi que des femmes et d'hommes d'État ayant des tendances à la mégalomanie. Et pourtant, on ne se livre pas seulement à une suggestion baroque en affirmant que depuis un demi-millénaire dans cette partie du monde qui a inventé le monde, on a cessé de trouver à intervalles réguliers de nouvelles occasions d'informer l'ensemble de personnes qu'on appelait de plus en plus souvent les Européens sur l'état de leurs affaires à l'intérieur et à l'extérieur. Et de fait, quand ils ne s'étaient pas laissés intimider par la crainte des vents du changement et ne restaient pas captifs de la résistance terrienne à ce qui était nouveau, à ce qui n'était pas avéré, ce qui venait de la mer, les Européens ont tiré, un fragment après l'autre, les leçons du scénario qu'ils avaient eux-mêmes rédigé, leçons concernant ce en quoi ils étaient avec eux-mêmes et leur rôle, situés dans le tout, un tout dont on hésite depuis un certain temps à appeler la masse principale, le reste du monde. Attendez, je vais m'occuper un peu de ça. L'aimant, il est tombé, ouais. Pour la dernière étape de notre projet, nous aimerions autant que possible rester fidèles à la métaphore du livre de l'Europe. Et parce que le rôle de l'auteur de ce livre va à présent être décerné à des non-européens, comme l'annonce le titre de cette leçon,
Cela ne peut se faire qu'en retirant au livre le privilège d'être totalement constitué de ce qui nous est propre. Bref, nous voudrions aborder le fait que l'Europe est depuis assez longtemps en train de perdre au profit des portraitristes venus d'ailleurs le quasi-monopole du modélage de sa propre image. Et au plus tard, depuis la Declaration of Independence américaine de 1976, l'Europe, que l'on appelait alors depuis un certain temps déjà le vieux monde, se savait exposée à une pluralité de regards rétrospectifs, des contre-regards ou de regards étrangers. Ils ont érodé sa certitude d'être capable d'opposer une robuste présentation de soi à n'importe quel point de vue extérieur. Mais ce sont de facto des Européens en service à l'étranger, le plus précisément des missionnaires dominicains comme Antonio Montesino et Bartolomé de las Casas en tête, qui ont, à partir du début du XVIe siècle, soumis à leurs supérieurs dans leur pays natal d'inquiétants récits sur le comportement des colons dans le Nouveau Monde. Et de plus, les voyages des pères pèlerins et d'autres émigrants ont apporté la preuve qu'il y avait de plus en plus de raisons de prendre congé de l'Europe sans prévoir un retour. Globalement, il a fallu attendre le début du XVIIIe siècle avant de pouvoir affirmer que pour l'Europe et les Européens avait réellement débuté l'âge de la contre-description et avec elle celui de la contre-observation et du contre-jugement et même de la contre-mission. Après des siècles du privilège unilatéral d'extension, d'observation, de jugement. Nous ne nous arrêterons pas plus ici longtemps sur le phénomène en soi fascinant que l'on pourrait qualifier de stade du miroir oriental de l'Europe. Il a été inauguré par la parution anonyme d'un roman polyphonique raffiné en langue française en 1721 à Amsterdam sous le titre « Lettres persanes ». Et son auteur s'y permet la plaisanterie sérieuse consistant à documenter l'échange épistolaire de nobles visiteurs venus de Perse à propos des étrangetés et des curiosités qu'ils ont relevées dans la situation locale en Europe, et plus précisément en France. Et l'œuvre de jeunesse frivole de Montesquieu, qui a connu une grande popularité et a immédiatement été victime de la censure, peut-être plus à cause de sa dimension érotique qu'en raison de ses aspects politiques et moraux. Ça constitue sans équivoque l'illustration d'un monologue européen élargi. Et au début des Lumières, le début des Lumières s'est consacré à la tentative d'élever la culture de la divergence d'opinion au niveau d'une discussion publique menée avec bonne humeur entre les détenteurs de points de vue inégaux, semblables à celles qui prospéraient depuis le Moyen-Âge tardif sous la forme des disputes ritualisées. Et que l'auteur mette en relation l'inégalité des points de vue avec l'inégalité des climats et des cultures qui en découlent, fournissait à l'exigence de tolérance une justification relevant de l'écologie précoce. Ce qui avait commencé sur le mode de la comparatistique frivole s'est élargi après Montesquieu pour devenir une critique éclairée de la civilisation des Lumières. Et tandis que les cultures locales, considérées globalement comme des conglomérats de dogmes, de mœurs et d'usages, pourraient être classées dans les sphères des préjugés incarnés, une formule nietzschéenne, das Vorurteil im Leibe, qui s'observaient mutuellement avec ironie
s'est dressé au fil du temps, par comparaison permanente, un massif de principes relevant de la civilisation et qui ne peuvent plus être interprétés comme de simples legs locaux du passé, comme des héritages d'États du monde antérieur ou comme des recettes de succès pour des modes de vie anciens et dépassés. Et c'est seulement après Montesquieu et les textes des premiers explorateurs, ainsi que des premiers pratiquants du Giro del Mondo, que put émerger la question de savoir s'il existait, au-delà des préjugés enracinés qui, partout, présagent le monde, s'il existe un horizon qui embrasse tout et dans lequel les motifs locaux de l'art de l'existence pourraient être rassemblés pour servir de contribution à un système d'ordre supérieur. Et si un système de ce type devait pouvoir être mis en place, ce serait en tout cas une construction pour laquelle on ne dispose pas, jusqu'à nouvel ordre, de meilleure explication que le mot archi-européen qui a commencé à circuler à partir du XVIIIe siècle de civilisation. Un mot dont la connotation résonne autant le nom romain du citadin, civis, que l'exigence d'éducation, ce qui désigne acquisition de la capacité d'avoir des relations dans un monde polymorphe et polyphonique, correspondant au mot latin educatio, une manière de faire sortir d'un état primitif, et eruditio, littéralement dégrossissement, richesse de connaissances. Et ce que signifient les Lumières en Europe à partir du XVIIe siècle n'était sur le fond rien d'autre qu'un programme visant à clarifier le sens du concept de civilisation. Son explosivité ne se dévoilerait qu'au cours du XIXe et XXe siècle, avant d'arriver entièrement au XXIe siècle, au centre de ce que Nietzsche, tardif, appelait la grande politique. Ces protagonistes portent le nom des nations qui font l'histoire, ceux des centres du pouvoir impérial, Empire, British Empire, le Reich allemand, la nation française, l'Empire russe, États-Unis d'Amérique, suivis par une série de puissances de deuxième rang. Et leur collision porte le nom de guerre mondiale. Et celles-ci peuvent aussi être des procédés permettant d'étudier le sens du concept de civilisation. Et leurs vainqueurs ne devraient pas seulement avoir fourni la preuve qu'ils disposaient des moyens militaires plus puissants, ils devraient aussi montrer qu'ils méritaient, pour des raisons liées à la civilisation, d'être ceux qui connaissent le plus grand succès et d'inviter à une imitation volontaire. On ne peut pas considérer comme un simple hasard le fait que l'un des premiers textes programmatiques radicalement eurocritiques, le livre du chercheur en sciences russe Nikolai Yakovlevitch Danilevski, La Russie et l'Europe, rédigé entre 1866 et 1867, paru 1861 à Saint-Pétersbourg, soit centré sans détour sur le problème de la civilisation, dont on ne peut pas affirmer qu'il s'est résolu depuis de manière satisfaisante. Le trait caractéristique de l'argumentation de Danilevski est qu'il n'hésitait pas à désigner le concept de civilisation comme un produit de la sphère européenne. Sans objection essentielle, il assimila, dans un premier temps, au domaine d'influence des cultures germano-latines. Il n'en refusait pas moins d'admettre que les définitions latino-germaniques de la civilisation épuisaient l'ampleur sémantique possible de l'expression. Au contraire, le rayonnement du modèle occidental s'est, selon lui, déjà épuisé
tandis que l'Orient russe, le noyau d'une civilisation totalement indépendante et anti-occidentale, attend son déploiement. L'ambition de Danilevski était de démontrer que les peuples slaves, et le peuple russe en premier lieu, avaient pour mission d'opposer une alternative orientale à un complexe occidental apparemment usé et discrédité. Un autre monde était possible, disait-on à l'époque. Le monde slave était en éveil. Il suffisait qu'il prenne enfin la forme d'un univers arrondi en se débarrassant des influences occidentales comme d'une tentation que l'on a surmontée. Fondée sur l'orthodoxie du premier christianisme, la civilisation en devenir à l'est de l'Europe, mais ce serait tout de même autre chose qu'une Europe de l'Est, serait dégagée des constructions artificielles du catholicisme romain et de son avidité de pouvoir. Elle se tiendrait à distance de l'anarchie égomaniaque déclenchée par le triomphe du protestantisme en Europe du Nord et en Amérique du Sud. Mais pour atteindre ce but, la Russie, qui n'a certes jamais été une colonie européenne, mais une zone d'influence, hélas trop docile de l'Occident, elle doit, selon lui, se défaire de sa tendance à l'autocolonisation sous des modèles allemands, français et britanniques, si elle veut se rappeler de sa nature réelle, sa qualité propre et fondamentalement humaine, qui en même temps est restée proche du premier christianisme. Et Nolens Volens, la destinée des idées panslavistes, s'est entremêlée au XXe siècle à celle de l'Union soviétique socialiste entre 1922 et 1991, bien que ce soit de manière paradoxale. L'Union des républiques socialistes soviétiques a certes mis à peu près pratiquement tous les peuples slaves sous son contrôle, au moyen de la force militaire et pas du rattachement volontaire. Leurs chefs n'avaient pas la volonté de défendre les concepts de civilisation semi-biologique de Danilevski. Et ceux-ci furent rejetés par un nombre non négligeable des bolcheviks qui prenaient comme premier point de repère les valeurs internationalistes. Et il est considéré comme les reliques d'une conception raciste de la nationalité issue des sources liées au romantisme populaire. Et ce qui donne son acuité particulière au regard extérieur que porte Danilevski sur le complexe européen de civilisation, c'est la détermination qu'a l'auteur d'attribuer au monde slave dans son ensemble une pléthore d'avantages qui, de son point de vue, manquaient à l'Occident, et en particulier la tolérance, l'esprit de coopération, la piété, l'esprit de bon voisinage et l'absence de goût pour la querelle, tandis que leur pendant négatif, l'intolérance, l'individualisme, l'hérésie, l'égoïsme et le comportement vindicatif pouvaient être localisés pour l'essentiel du côté germano-romain. Et à l'opposition établie par Danilevski entre Russie et Europe, apparaissait ainsi face à l'espace européen un troisième, autre proche. Celui-ci devait refuter ce rapprochement forcé avec les normes civilisatrices de la sphère germano-romaine qui avait figuré depuis Pierre le Grand à l'agenda de la politique russe. Ici, je parle d'un troisième autre proche, parce que dans un passage que j'ai omis ici, je parlais des musulmans et des juifs qui représentaient des alternatives, des autres proches à cause de leur culture monothéiste commune.
pas de manière totalement inattendue, mais tout de même avec une virulence éruptive, l'intervention de Dostojevski ne formula rien de moins que l'ambition d'être une alternative convaincante à l'Europe, une civilisation tout à fait singulière et porteuse de sa propre valeur qui, pour venir à elle-même, devait abjurer l'influence corruptrice de l'Occident. Et mieux, il était inévitable qu'elle se détourne de l'Europe pour qu'elle puisse accomplir ce qui constituait la mission dans la marche du monde, conserver l'héritage orthodoxe qui avait été transféré vers Moscou en passant par-dessus de Byzance et via Kiev. Le livre de Landinewski, que l'on a un temps célébré comme la Bible du panslavisme, suscita une grande émotion en Russie, notamment parce que face à l'alliance paradoxale sur le plan politique et culturel, pour ne pas dire alliance perverse entre l'Europe et les Ottomans, le pays, humilié par la défaite subie dans la guerre de la Crimée en 1856, était devenu plus réceptif à des compensations idéologiques chargées de tendances europhobes. On lisait aussi de manière privilégiée les textes des Narodniki, ces intellectuels russes qui, à partir des années 1870, s'étaient voués au rêve d'un passage direct de la société paysanne dans le socialisme, en omettant le stade de développement des formes de vie industrielles, égoïstes et capitalistes telles qu'ils dominaient à l'Ouest, et qu'une scission radicale des populistes qui s'appelait Narodnaya Volya, volonté populaire, ait donné le jour aux instigateurs de l'attentat réussi contre le tsar réformiste Alexandre II en mars 1881, eut des lourdes conséquences pour la suite de l'histoire de la Russie, parce que le jeune Lénine se détourna un jour de la ligne de la politique anarchiste des attentats pour la remplacer par une stratégie de conquête de l'appareil de l'État. Et quand cette nouvelle politique fit son entrée en scène, à l'automne 1917, elle chercha d'emblée à se compléter par la pratique de la sécurisation du complot au pouvoir au moyen du terrorisme d'État. Et c'était à l'époque sous le nom de Tchéka, une option qui se prolonge jusque dans le règne actuel des services secrets. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Vladimir Poutine le cite de plus en plus souvent, Danilevski. Et dans la littérature européenne de la fin du XIXe siècle, les voix de la haine russe contre l'Occident ne passèrent pas inaperçues. Et c'est en particulier le jeune écrivain britannique Rudyard Kipling qui, né en 1865 près de Bombay, avait passé ses années de jeunesse en Inde, qui développa de bonne heure une sensibilité pour les fluctuations du Great Game entre la Russie et l'Angleterre sur l'échiquier du sud-est asiatique. Et dans sa nouvelle rédigée en 1881, The Man Who Was, en français, L'homme qui fut, en allemand, Der Ausgelöschte, il intégrait l'ambiance orageuse des relations russo-européennes. Curieusement, elle se manifestait sur un poste militaire dans la ville-garnison de Peshawar, celle des hussards blancs de Sa Majesté la Reine, près de la frontière pakistanaise. Aujourd'hui, c'est le triangle Afghanistan-Pakistan, Inde du Nord. Et lors d'une soirée de fête, organisée par des officiers à l'occasion d'une victoire au polo, était présent un invité russe, un officier cosaque nommé Dirkovitch,
dont on disait qu'il faisait office sous des noms variables de correspondant pour les journaux russes. Nul ne savait par quel chemin et sur quel col il avait passé du nord vers l'Inde. Des lettres de recommandation établies en haut lieu, faisaient son éloge et le présentaient comme un hôte bienvenu. Et qu'il soit ivre ou à jeun, il aimait, pour se faire apprécier, chanter les louanges de l'alliance anglo-russe, qui, un jour, prendrait conjointement en main la mission de civiliser de l'Asie. Il devait pourtant forcément être conscient que ce n'était que des phrases creuses. Il s'avéra que cet homme tenait l'alcool sans aucune limite, une qualité qui le qualifiait pour exercer des fonctions au sein de services secrets, puisque même sous l'emprise de la boisson, rien ne pouvait le conduire à révéler des secrets d'État. Mais au cours de la fête offerte par les officiers britanniques, Dirkovitch donna des épreuves de sa capacité d'absorption en vidant d'innombrables verres d'eau de vide, mais dans de telles quantités, cette fois, qu'il roula provisoirement sous la table, comme s'il avait été assommé. Et cette joyeuse soirée fut perturbée par l'apparition d'un pauvre Herr, dont on supposait qu'il était venu détrousser un carabinier, un délit courant dans les garnisons du pays, parce que les enfants du pays aimaient à régler leurs querelles tribales à coups d'armes occidentales modernes. Mais au bout d'un moment, il s'avéra que le tas de loques en larmes était en réalité un blanc. Mieux, on découvrit qu'il était un ancien membre de ce régiment. En raison de son comportement déshonorant, on l'avait oublié lors d'un échange de prisonniers après les batailles de Sébastopol, qui remontent à 40 ans, et on l'avait abandonné à l'armée russe. Et cet individu presque déshumanisé devait avoir réussi, Dieu sait comment, à fuir les camps de Sibérie et à retrouver sa garnison après des décennies, comme s'il avait été effacé. Et on retrouva effectivement dans les registres de la garnison de Peshawar des listes remontant à la période, à la guerre de Crimée, et dans ces registres, le nom de cet homme, Lieutenant Austin Lemerson, manquant. Mais à ce moment, alors que tout le monde était encore bouche bée, le Russe sortit de son ivresse et se dressa pour tenir une allocution inattendue. Lui-même n'avait pas la moindre foi, disait-il, dans le tsar, pas plus qu'en Napoléon, qui n'avait été qu'un épisode. Mais les pauvres Slaves, en eux, oui, il était forcé de croire. Les Slaves n'ont encore rien produit de noble ou de notable dans le monde. Mais écoutez bien, ils sont 70 millions de personnes, et encore bien plus. Leur travail sera bientôt accompli. Regardez-moi ce tas de loques. Vous connaîtrez tous le même sort que cet homme qui fut, cet homme du passé, cet homme éliminé. Mais vous ne reviendrez pas, ni ici, ni chez vous en Angleterre. Vous irez là-bas. Et sur ces mots, il désigna un cercueil peint au plafond de la salle. Et maintenant suit le mot-clé. 70 millions. 70 millions. Allez-vous-en, vieux peuple. Et l'art narratif de Kipling avait gardé pour la fin de la nouvelle le dévoilement de l'état d'esprit de Dirkovitch. Et si l'agent russe avait été capable de conserver des secrets politiques, ben, dans la pire des ivresses, il s'avéra que l'alcool se prêtait ici à faire surgir au grand jour des professions de foi idéologiques. Et la pointe inattendue avait été préparée au début de la nouvelle
avec une sentence ambivalente prononcée sur le ton d'un discours quasi ethnographique. Le Russe, entendons-nous, est un personnage délicieux, jusqu'à ce qu'il rentre sa chemise. Et en tant qu'oriental, il est charmant. C'est seulement lorsqu'il insiste pour se faire traiter en occidental d'Orient et non en oriental d'Occident qu'il passe au rang d'anomalie ethnique extrêmement difficile à manier. Son hôte ne sait jamais de quelle face de sa nature il va montrer. Le traducteur allemand Gustav Meyerink de Kipling a décidé la formule occidentale d'Orient et orientale d'Occident par une formule un peu plus heureuse, je dirais, parce que il dit, wenn er sich als westlichster der Östlichen vorstellen, statt als östlichster der Westlichsten. Ja, dann fangen die Schwierigkeiten an. Ja, ja, ja. Ce qui veut dire finalement, il triche pour se mêler parmi les Occidentaux. Ja. Et la meilleure manière de comprendre le personnage de l'officier russe, c'est de le concevoir comme un Danilevskien égaré dans la zone de pouvoir des Britanniques. Et dans la nouvelle de Kipling, son rôle est de laisser tomber le masque dans un instant de désinhibition. Transformé en oracle ivre, il a révélé la haine du mouvement slavophile pour l'Occident, non sans admettre qu'il s'agissait au fond que du ressentiment d'un ensemble de peuples paresseux à l'égard des puissances prééminentes et actives, une manie de la vengeance qui veut, dans un proche avenir, prendre une importance mondiale. Et si le nombre 70 millions prononcé avec énergie et à plusieurs reprises pesait d'un tel poids, c'est que la Grande-Bretagne, la puissance largement dominante parmi les vieux peuples, ne pouvait, à l'époque, du point de vue démographique, représenter que moins de la moitié des masses russes. Le souvenir de la nouvelle de Kipling, intitulée « L'homme qui fut », se prête à envoyer un moment historique dans lequel l'Europe, que l'on appelle désormais assez souvent l'Occident, se retrouva en tant que continent dans le viseur ou au pilori entre deux vocatifs. Côté extérieur, on entendit très distinctement le cri « Allez-vous-en » jusqu'à ce qu'il pénètre dans la conscience universelle comme le mot programme de la décolonisation, y compris dans les régions du monde où l'idée d'État souverain importé de l'Europe est fréquemment interprétée comme un prétexte au coup d'État et au putsch militaire. Et de l'autre côté, qui se forma par la force des choses, essentiellement à l'intérieur des puissances coloniales mûres pour la retraite, on entendait l'appel est opposé, entame ta mission dans le monde là-bas, à l'extérieur, même si l'on te crache au visage. Et ce qu'on appelle depuis 1900, dans le jargon des historiens, des politologues et des sociologues, l'impérialisme, une expression dont l'usage inflationniste a rapidement dévoré le contenu, était avant tout, au début et sur le fond, l'espace du conflit entre ces vocatifs, qu'on pourrait aussi bien appeler accusatifs, pas seulement dans le sens grammatical, mais aussi au sens moral et juridique. Et si le nom de l'Europe a pu, au temps ancien, apparaître de manière primaire au nominatif, l'Europe sait, l'Europe veut,
l'Europe décide, on la trouve ces derniers temps avant tout en position de complément d'objet direct ou de destinataire d'une accusation, d'une injure et dans le meilleur des cas d'un soupir vocativiste tel que l'a articulé le livre désormais classique de Hans Magnus Enzensberger, Ach Europa. Et le premier appel qui associait l'accusation à l'impolitesse contenait l'exigence que l'Europe et ses délégués, qu'ils soient colons, missionnaires ou encore au bout du compte touristes, puissent disparaître partout où ils n'avaient rien à faire, hormis nourrir des rêves d'éducation immature et chercher des avantages économiques unilatéraux. Et l'autre insistait sur l'idée que l'Occident devait aussi continuer à remplir ses devoirs dans tous les lieux où il s'était attiré par son apparition des ingérences et sa promesse pratiquement jamais tenue, tout un univers de missions ingrates. Et en l'espace d'un siècle, l'appel lancé par Rudyard Kipling aux puissances occidentales en 1899, « Take up the white man's burden », l'appel le plus souvent compris avec balourdise sous l'angle de la politique politicienne, s'est transformé en une routine consistant à mettre les problèmes du monde non occidental, qu'ils soient solubles ou insolubles, sur le compte de la leucosphère, c'est-à-dire du domaine du pouvoir euro-américain, pouvoir blanc. Et replacé dans une analyse réaliste, il a la même signification que ce qu'on décrit comme l'ordre occidental du monde, après l'apoplexie de ce système complotiste qui dura 69 ans et qui s'appelait Union soviétique, lequel parvint parfois à se faire passer par un tour de passe-passe pour un deuxième monde, mieux pour la source de la révolution mondiale, avant que l'ascension de la Chine et du Sud global n'émette de nouveaux signaux. Et la situation actuelle est avant tout marquée par le fait que les agences de complot, agissant comme puissance d'État dans l'ère post-soviétique, la Chine en premier lieu, avec à son côté le vassal russe, dirigé par les services secrets, et sous les applaudissements d'un nombre non négligeable de dictatures et d'États policiers postcoloniaux, se consacrent à leur tentative plus ou moins synchronisée de rectifier à leur profit la primauté de l'Ouest. On va faire ici une petite pause. Malheureusement, il était impossible pour mon interlocuteur prévu d'être présent parmi nous. Il a quelques chats à fouetter à Bruxelles. Donc, on va faire une petite pause ici, 5 minutes, et je reprends avec les troisième tiers de cette conférence. Le deuxième tiers, vous le relirez dans une édition qui va apparaître dans quelques mois. Je profite de cette occasion de saluer deux personnages qui en sont profondément impliqués dans l'évolution de cet événement. Mon traducteur, Olivier Manoni, qui est celui que vous écoutez tout le temps. Et l'éditeur futur de ce livre que vous serez capable de lire en 2-3 mois, j'assume. Merci bien. Alors, à tout à l'heure.